Bonjour à tous. Je ne sais pas si on nous entend. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on va démarrer. Ah, parfait, merci. Donc, on va démarrer dans quelques minutes. Avant de commencer, merci beaucoup à vous tous de vous être rendus disponibles malgré ces fortes chaleurs. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir dans ce webinaire-là pour les contrats dans l'intermittence. Donc, le webinaire pour y voir clair, pardon. On est 36 personnes, je pense qu'on va pouvoir débuter. Donc, pour rappel, donc chez Moving Motion, on gère la paye et les contrats des intermittents du spectacle. Donc, ce qui nous permet de bien connaître les règles liées aux intermittents en général. Et on a remarqué que les contrats dans l'intermittence génèrent souvent des questions, des doutes, d'où ce webinaire pour vous éclaircir. L'objectif, c'est vraiment de vous donner les bonnes informations pour y voir clair. Être conforme et gagner donc en efficacité. Donc pour ma part, je suis agent commercial au sein de Moving Motion et j'ai le plaisir d'animer ce temps d'échange aux côtés de Pascal. Bonjour. Donc on va vraiment essayer de rendre ce moment à la fois clair, utile du coup et interactif. Vous pouvez voir qu'il est possible de nous poser des questions. Normalement, dans l'onglet, il me semble Q&R, questions et réponses. On essaiera de répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation et vous pouvez les écrire même pendant que l'on parle. Faites-vous plaisir. Il faut écouter un peu aussi. Oui. Alors, donc pour vous donner un peu de contexte sur Moving Motion, donc on a 13 ans d'expérience. Donc on est vraiment une plateforme dédiée au secteur culturel. Donc nous automatisons vraiment toute la gestion sociale, donc à savoir tout ce qui est contrat, paye, DSN, AEM de vos intermittents, mais également de vos permanents. Et tout en vous donnant accès à une base de 42 000 talents, donc techniciens et artistes confondus, via donc Moving Motion Talent. Donc c'est un annuaire qui est très finement filtrable, si je puis dire. Et nous accompagnons aujourd'hui plus de 3000 structures du secteur culturel de toute taille et de discipline dans leur gestion administrative et sociale. Et on travaille également avec plus de 210 000 salariés sur notre espace Moving Motion Salarié. Vous voyez d'ailleurs ici à l'écran quelques-uns de nos clients qui nous font confiance au quotidien. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Pascal. Alors, merci Ajar. Donc, les sujets qu'on va aborder là sur les 20 minutes qui vont arriver, je vous propose sur cette question des contrats dans le cadre de l'intermittence du spectacle, une petite introduction, comme souvent, on pose des fondamentaux. Ensuite, évidemment, le zoom, sans doute sur le contrat principal, le contrat à durée déterminée dit d'usage, le CDDU. Et enfin, il nous a semblé intéressant de faire un zoom sur un autre contrat qui n'est pas spécifiquement lié à l'intermittence du spectacle, mais qui est lié aux artistes du spectacle, et la majorité des artistes étant des intermittents, eh bien, il nous a semblé judicieux de faire un zoom sur le contrat de cession des droits lié à l'interprétation des artistes. Un producteur peut évidemment souhaiter exploiter l'interprétation d'un artiste, et dans ce cas-là, eh bien, il est nécessaire de contractualiser cette relation. Voilà donc le plan, 3 parties. Commençons par l'introduction. Alors, premier point, de quoi on parle? Les intermittents du spectacle, évidemment, ce sont avant tout des salariés, des artistes du spectacle ou des techniciens qui vont travailler dans le spectacle. Quand je dis spectacle, j'entends spectacle au sens large, c'est-à-dire spectacle vivant, mais aussi spectacle enregistré, qu'on s'entende bien là-dessus. Donc, premier point, donc, des artistes et techniciens donc salariés. Et qui dit salarié dit contrat de travail. Et donc, le contrat de travail qui est utilisé pour ces artistes ou ces techniciens, c'est un CDD particulier. C'est le CDD qui a pour motif de recours la situation d'emploi temporaire par nature. Alors, pour les puristes, on vous renvoie à l'article L 1242-2
troisième alinéa du Code du travail, on est hyper content de savoir ça. Bref, c'est le fameux CDD d'usage, on en parle juste après. Deuxième point, est-ce qu'un intermittent du spectacle, un artiste ou un technicien, peut-il avoir d'autres types de contrats que le fameux CDDU? Alors dès lors qu'on est sur une prestation de service, c'est-à-dire l'artiste qui va jouer sur scène, l'artiste qui va faire un enregistrement en studio, ou l'acteur qui est sur un lieu de tournage, la réponse est non. Pour la prestation de service, le contrat de travail utilisé pour les intermittents, c'est le CDD, en l'occurrence le CDD d'usage. Mais, comme on le disait tout à l'heure, dès lors qu'il y a une exploitation de la prestation, de l'interprétation de l'artiste, eh bien, il va y avoir un contrat qui est, alors dans la musique souvent appelé contrat d'artiste, qui est le contrat qui va prévoir les conditions dans lesquelles l'interprétation de l'artiste va pouvoir être exploitée, va pouvoir être utilisée. Donc, on a potentiellement deux types de contrats, le CDD, contrat de travail, et le contrat qui est lié à l'exploitation de l'interprétation. C'est clair. On est toujours dans notre introduction. J'aime bien rappeler les fondamentaux. Vous savez, c'est important d'avoir les fondamentaux en tête pour pouvoir ensuite avoir la capacité d'entrer dans le détail. En matière de contrat de travail, les choses sont simples. Il y a deux types de contrats. Le contrat de travail à durée indéterminée, qui est le contrat par défaut. C'est le contrat par défaut, celui que l'on doit utiliser quand on recrute quelqu'un. Et il y a évidemment les contrats de travail à durée déterminée. Il y a une dizaine de motifs de recours. Vous avez à l'écran les trois principaux: le remplacement d'un salarié momentanément absent, l'accroissement temporaire d'activité et le motif qui nous intéresse, les situations d'emploi dits temporaires par nature. Qu'est-ce que c'est que ces emplois temporaires par nature? Eh bien, le Code du travail nous dit que ce sont les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. Pourquoi? En raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de l'emploi. Eh bien, typiquement, dans les différents secteurs du spectacle, nous sommes dans cette situation. Il y a bien des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité, l'organisation de spectacle et du caractère temporaire de l'emploi. C'est le cas, a priori, des artistes et des techniciens qui interviennent en mode projet. Ils sont sur une production qui elle-même, on le sait, a une durée déterminée. Bien, voilà sur nos rappels. Et donc, zoom sur le CDDU, comme on dit. Donc, encore une fois, on revient, on n'invente pas, on revient au texte. Le texte, c'est l'article 1242-2, c'est le troisième alinéa de cet article-là. Et donc, que nous dit cet article? Il nous dit que le CDD est autorisé pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, c'est pas open bar, c'est dans certains secteurs d'activité qui sont soit définis dans le Code du travail, soit prévus par une convention collective. Eh bien, ces emplois, certains emplois, il est d'usage constant de ne pas mettre de CDI. C'est-à-dire que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a constaté que pour certains emplois, eh bien, naturellement, ce n'était pas des CDI. Et pourquoi? Eh bien, soit parce que, enfin, c'est pas soit, c'est d'une part parce que l'activité exercée par l'employeur était une activité temporaire par nature, exemple, l'organisation de spectacles, et que, mécaniquement, ces emplois liés à cette activité étaient des emplois temporaires par nature. C'est le bon sens. On ne va pas recruter un technicien dans le cinéma en CDI dès lors qu'il va travailler pour une production d'un film. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que le film, on a terminé, par exemple, le tournage, si c'est un caméraman, par exemple, on n'en a logiquement plus besoin. D'où cette notion d'emploi temporaire. Et donc, si on détaille finalement cet article L1242-2, si on détaille, on a trois conditions que l'employeur doit respecter. D'une part, il faut qu'il soit dans l'un des secteurs d'activité pour lequel le CDDU est autorisé. Ensuite, il faut que l'emploi soit un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. Et enfin, si jamais le salarié
eh bien, n'était pas d'accord avec le recours au CDDU, eh bien, devant les prud'hommes, le juge eh bien, risquerait fortement de demander à l'employeur de justifier le caractère temporaire de l'activité. Voilà. Et le salarié doit-il être obligatoirement un intermittent du spectacle pour pouvoir être recruté sur un CDDU, ou il est possible que ce soit un employé qui ne dispose pas de... Oui, c'est important. C'est-à-dire que, regardez bien l'article, là, à aucun moment on parle d'artistes et de techniciens. En fait, c'est dans certains secteurs d'activité, pour certains emplois, pour lesquels il y a un usage constant de ne pas recourir au CDI. Donc, ce n'est pas spécifiquement lié aux artistes et aux techniciens. On a d'autres secteurs d'activité au sein desquels le CDDU est possible. Je vous en donne deux. D'une part, par exemple, dans le secteur de la formation professionnelle. D'accord. Les organismes de formation ont le droit de recruter les formateurs occasionnels en CDDU. D'accord. Et un autre exemple, il me semble, dans la branche de hôtel, café, restaurant, la convention collective HCR, hôtel, café, restaurant, eh bien, le recrutement d'extra, c'est le vocable que l'on utilise, eh bien, c'est un CDDU de fait. D'accord. Voilà, donc, c'est pas spécifiquement sur nos secteurs, bien que on reste concentré sur nos secteurs. Alors, logiquement, le Code du travail impose des mentions obligatoires dans le CDD et donc dans le CDDU. Bon, alors, on ne va pas passer en revue les mentions obligatoires, mais on est sur du bon sens avec notamment la date du terme du CDD, évidemment, le montant de la rémunération, l'intitulé de la convention collective applicable, bref, du bon sens. N'oubliez jamais d'avoir toujours une analyse en deux temps. Un, que me dit le droit du travail, le code, et ensuite de regarder évidemment ce qui est prévu dans votre convention collective. En effet, les conventions collectives du spectacle vivant et du spectacle enregistré prévoient systématiquement des mentions complémentaires, des mentions complémentaires à celles prévues par le Code du travail, qui doivent apparaître dans le contrat de travail à durée déterminée. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la notion de lieu qui est mentionnée ici. Alors, effectivement, dans le Code du travail, on s'aperçoit que le lieu de travail n'est pas spécifié. Alors en même temps, c'est le bon sens d'indiquer le lieu de travail, notamment sur des spectacles. Et il y a de fortes chances que dans les conventions collectives, le lieu soit une mention imposée, bien sûr. On n'oublie pas, sur la rédaction du contrat, il faut bien sûr suivre les règles, mais il faut du bon sens aussi, du bon sens. Les informations importantes, on ne les oublie pas. Voilà. On a fait le contrat, la personne a travaillé, et puis le contrat arrive à son terme. Et donc, un petit rappel sur les documents de fin de contrat. Bien sûr, en fin de mois, on remet un bulletin de salaire, normal. L'attestation pour France Travail, l'attestation spécifique qui s'appelle l'AEM, qui est spécifique pour les artistes et les techniciens intermittents, et le certificat d'emploi pour les congés spectacles ce certificat qui peut servir pour les artistes et les techniciens si jamais la caisse des congés spectacles le demande. La plupart du temps, les choses sont fluides parce que tout a correctement été transmis dans la DSN, mais ça ne reste pas moins un document qui fait partie des documents de fin de contrat pour les artistes et les techniciens. Et ça tombe bien qu'on parle de l'AEM. Il me semble qu'il y a du nouveau dans les tuyaux à ce sujet-là. Tu es bien au courant, toi. Oui, alors l'AEM, donc l'attestation employeur qui est spécifique pour les artistes et les techniciens, eh bien, va à 20 ans de bons et loyaux services. Vous savez qu'elle a été instaurée en 2007. Elle va s'arrêter, si tout se passe bien, au 1er janvier 2027 et elle va être remplacée par une autre attestation qui s'appellera de mémoire l'attestation employeur cinéma-spectacle. D'accord. Et qui sera une attestation qui, donc, remplace l'AEM et qui sera remise en fin de contrat, quelle que soit la durée du contrat. L'AEM, de par son nom, c'était une attestation employeur mensuelle. Donc, si le contrat s'échelonnait sur plusieurs mois, il fallait une AEM
à chaque mois. Là, on aura une seule AEM à l'issue du contrat, que le contrat dure 2 jours ou 4 mois. Okay. Donc, on va se rapprocher d'une attestation au titre du régime général, mais avec un certain nombre d'adaptations. Je crois qu'on a un très bon article sur le blog de Move in Motion rédigé par Cyriane. Vous pouvez aller le compulser. Et donc, troisième partie, il nous a semblé judicieux de faire un petit zoom sur le contrat de cession des droits d'interprétation. Donc là, on fait vraiment un focus sur les artistes-interprètes. C'est rapide, hein, juste on a 2-3 vignettes. Un petit rappel. Un artiste-interprète, un comédien, un danseur, un musicien, il a, depuis la loi Lang de 1985, il a des droits liés à son interprétation. Il est propriétaire de son interprétation. Ce sont les droits voisins du droit d'auteur. D'accord ? On retrouve toute cette réglementation dans le Code de la propriété intellectuelle. Bien. De par ces droits qui lui sont donc attribués au titre de son interprétation, eh bien, il peut les céder. D'accord ? Là aussi, le Code de la propriété intellectuelle nous donne les règles et notamment nous dit que pour une telle cession de droit d'interprétation, un contrat doit être rédigé, un contrat écrit. Voilà. Et troisième point, ce contrat est en principe assujetti à une rémunération, bon, on imagine, hein, et le Code de la propriété intellectuelle, toujours lui, nous rappelle que la cession, que la rémunération, pardon, si elle est prévue dans le contrat, est en principe une rémunération proportionnelle à l'exploitation qui est faite des droits. La rémunération forfaitaire est vraiment une exception quand il n'est pas possible de faire autrement. Hein. Il faut bien noter ça. Et a priori, quand on est sur ce sujet de la cession de droits de la part de l'artiste-interprète, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire une rémunération proportionnelle. La question que l'on peut se poser, une question technique, hein, au-delà de la rédaction du contrat qui doit être confiée à des professionnels, hein, c'est la question de la nature de la rémunération. Dès lors que la cession de droits d'exploitation, droit d'interprétation, dès lors qu'elle a été négociée, la question qu'on se pose, c'est quelle est la nature de cette rémunération. En clair, est-ce que c'est du salaire ou est-ce que c'est autre chose ? Eh bien, le Code du travail, dans sa grande bonté, nous indique à l'article L7121-8, nous explique dans quelle situation la rémunération peut ne pas avoir la nature de salaire. Regardez bien, il y a 3 points à respecter. Pour que cette rémunération ne soit pas considérée comme du salaire, il faut que, 1, la présence physique de l'artiste ne soit plus requise au moment de l'exploitation de l'enregistrement. 2, il faut que cette rémunération ne soit pas liée au salaire qui a été conclu pour l'enregistrement. Mais au contraire, 3e point, il faut que cette rémunération soit fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. On retrouve ce côté proportionnel à ce moment-là. Donc, si on se résume, regardez partie droite de l'écran, la nature de la rémunération est une redevance dès lors que les 3 conditions sont remplies. Et dans ce cas-là, on aura un bulletin de salaire, parce qu'il faut bien calculer des cotisations. Donc, on le fait sur un bulletin de salaire. On aura un bulletin de salaire avec une cotisation URSSAF unique qui est autour de 18,5%. Voilà, à la charge de l'interprète, pour le coup. Mais si l'une des 3 conditions n'est pas remplie, eh bien, dans ce cas-là, on aura un bulletin de salaire avec l'ensemble des cotisations comme n'importe quel salaire, avec une petite particularité qui est que les cotisations d'assurance chômage, qui restent dues, sur l'AEM, qui est encore en vigueur aujourd'hui, doivent être indiquées sur la ligne autre rémunération, parce que justement, on n'est pas sur une rémunération on n'est pas sur une somme, sur un montant qui rémunère la prestation, mais qui rémunère des droits. Donc, c'est indiqué sur une autre ligne. Okay. Voilà le monsieur. Et pour résumer. Eh bien voilà, c'est important de se résumer. Donc, premier point,
enfin en synthèse, pas premier point, il n'y a qu'une seule vignette. Le contrat de travail des artistes et des techniciens dit intermittent, c'est le CDD d'usage pour toute prestation sur scène, en studio ou lors d'un tournage en studio ou ailleurs. Et ensuite, s'il y a exploitation de l'interprétation de l'artiste, il faut qu'il y ait un contrat de cession de droit avec, notamment dans la musique, le terme usuel qui est contrat d'artiste. Voilà la synthèse de la synthèse. Merci beaucoup Pascal pour ces explications très précieuses. J'espère que ça vous a tous permis d'y voir un peu plus clair. Donc maintenant, on va prendre un petit moment pour répondre aux questions. Moi, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que c'est que le sujet a été bien compris. J'ose espérer. Voyons ça. Alors, tu vois? Mais je vois. Céline nous dit bonjour, aucune obligation à remettre un certificat de travail comme pour un CDD de droit commun ou aussi comme pour la rupture d'un CDI. Mais c'est une très très bonne question, Céline. Alors, réponse en droit, réponse théorique. Bien sûr qu'il y a une obligation. On est sur la fin d'un contrat de travail, donc le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail font partie des documents de fin de contrat. Ça, c'est la réponse théorique. Donc oui, ce n'est pas parce que c'est un CDDU, ce n'est pas parce que c'est un artiste ou un technicien du spectacle que ces documents n'ont pas à être remis. Ça, c'est la réponse théorique. En pratique, ces documents ne sont quasiment jamais remis, sauf bien sûr si l'artiste ou le technicien le demande. C'est-à-dire que le logiciel de paye est capable d'émettre ces documents, mais dans les faits, il n'est pas remis au salarié parce que le salarié, artiste ou technicien intermittent, a déjà suffisamment de documents, et donc là aussi, il y a un usage qui est de ne pas le remettre. Mais gardez dans un coin de votre tête le fait que si un artiste ou un technicien vous le demande, le logiciel de paye le rédige, l'édite sans souci. Ed nous dit « Bonjour, dans certains cabarets, les artistes participent au service en salle. Faut-il le noter dans le CDDU? Comment on gère ce point sur le bulletin de salaire ?» Alors, donc ça c'est spécifique sur les cabarets. On est sur deux missions distinctes. A priori, la personne qui sert en salle, a priori, ce n'est pas un travail d'artiste du spectacle. Donc, on est sur deux fonctions différentes. Donc, moi, je ferai deux contrats distincts. Et là aussi, sur le bulletin de salaire, on est sur deux bulletins de salaire différents parce que vous savez que les cotisations sociales pour les artistes et les techniciens intermittents sont spécifiques. Ce ne sont pas les mêmes que pour d'autres métiers. Donc, je pense qu'il faut scinder les choses. Johanna nous dit « Les cotisations d'assurance chômage pour les droits doivent être indiquées sur une autre ligne du bulletin lorsque la rémunération a la nature de salaire ou bien lorsqu'elle a la nature de redevance. » Alors, il y a deux choses. Quand la rémunération a la nature de redevance, il n'y a pas de cotisation d'assurance chômage. Donc, il n'y a pas de sujet. Quand la nature de la rémunération pour les droits d'exploitation des interprètes a la nature de salaire, il y a les cotisations d'assurance chômage des intermittents, les mêmes, et donc sur le bulletin de salaire, ils apparaissent. C'est juste sur l'AEM où ils doivent être indiqués sur autre rémunération. Victor nous dit, pour un contrat d'extension des droits, donc uniquement de rémunération de cession, est-il possible de faire ce type de rémunération via Motion actuellement ou à l'avenir? Je n'ai pas bien compris la question, mais si vous recrutez, si vous êtes client de Motion, si vous recrutez des artistes et des techniciens, des artistes en l'occurrence, oui, évidemment, on peut gérer la rémunération versée à un artiste du spectacle dans le cadre de l'exploitation de ses droits. Oui, on peut faire. Oui. On appelle ça le module note de droit d'auteur. Oui, alors, si c'est un auteur, si c'est un interprète, c'est autre chose. Clémentine, les contrats de cession de droits correspondent-ils au BNC pour les comédiens? Alors, nous, ce dont on parle depuis le début, on est en social, on n'est pas en fiscal. On est d'accord? On n'est pas en fiscal. Donc là, je me suis borné à préciser les règles d'un point de vue social, c'est-à-dire la nature de la rémunération et le traitement de cette rémunération au regard des cotisations sociales. Donc là, je parle bien pour les
la rémunération allouée à un interprète, dès lors que les 3 conditions qu'on a vues tout à l'heure sont remplies, si cette rémunération a la nature de redevance, et effectivement, il y a une cotisation URSSAF avec un taux forfaitaire de 18,5. Voilà, il n'y a pas de... Il faut bien dissocier les deux. Hein. Je n'ai pas abordé la question fiscale. Faustine nous dit, pour une prestation temporaire avec un prestataire qui ne détermine. Alors, Faustine, je ne comprends pas la prestation temporaire avec un prestataire qui ne dépend pas de l'intermittence. En fait, le principe, c'est que pour les prestations d'artistes du spectacle, hein, les artistes du spectacle en France sont présumés salariés. Donc, il n'y a pas de notion de prestataire. On a des salariés, on a des artistes, on a des individus qui sont recrutés en tant qu'artistes, comédiens, musiciens. Ce sont des salariés, donc contrat de travail à durée déterminée, d'usage en l'occurrence, et bulletin de paye ad hoc. Voilà. Carla nous dit, pour prétendre au régime de l'intermittence, le salarié doit-il forcément avoir au minimum 2 employeurs différents en CDDU? Non. Pour qu'un artiste puisse ouvrir des droits au titre du régime d'assurance chômage spécifique de l'intermittence, la condition, c'est qu'il ait, au cours des 12 derniers mois qui précèdent son inscription à France Travail, il faut qu'il ait travaillé au minimum 507 heures en tant qu'artiste ou en tant que technicien. C'est la condition. Donc, il peut n'avoir qu'un seul employeur. Je réponds à votre première question. Et il peut, de fait, avoir fait toutes ces heures lors d'une tournée avec un unique employeur. Je réponds à votre deuxième question. Kaina nous dit, un technicien est engagé le 1er jour du mois, puis le 30 du même mois. Peut-on faire un contrat unique et un même bulletin de paie? La réponse est oui. Vous faites un contrat de travail qui indique que le technicien est embauché le 1er et le 30. Il a 2 jours de travail, donc un seul CDDU, et il n'y aura qu'un seul bulletin, sans problème. Ouais, absolument. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des questions. Donc, merci beaucoup Pascal et merci à vous pour votre interaction. Un petit mail vous sera envoyé avec le replay du webinaire. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes vos questions, il y a mes coordonnées qui s'affichent ainsi que mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos questions. Et nous vous y répondrons si possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.